Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. C'est une histoire de responsabilité dont on va parler dans ce 4e épisode, responsabilité qui nous concerne tous et qui touche tout particulièrement les deux personnes avec qui je partage ce café, notre responsabilité quant à la protection de notre environnement, de nos océans qui sont vos terrains de jeu à vous, messieurs, mais pas seulement les océans. Le sujet est vaste, complexe aussi, mais je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. Paul Meillat et Stan Thuré. Bonjour Paul. Bonjour. Paul Meillat, co-skipper de Charlie Dalin sur Apivia pour cette Transat Jacques Vabre, une des têtes d'affiche de la classe IMOCA depuis plusieurs années, vainqueur de la Route du Rhum 2018 notamment, deuxième de la Transat Jacques Vabre 2017, et tu fais partie de ces skippers très investis dans cette mission de développement durable, tout comme quelqu'un que tu connais très bien et qui est assis à côté de toi, c'est Stan Thuré. Salut Stan. Salut Alexis. Toi Stan, tu vas participer à ta toute première Transat Jacques Vabre sous les couleurs d'Everial en classe 40, en portant aussi le message de l'association Water Family, dont on aura évidemment l'occasion de reparler tout à l'heure. On partage ce moment tous les trois pour échanger sur les défis qui nous attendent pour notre planète, sur toutes les actions et les initiatives que vous mettez déjà en place. On parlera aussi du collectif La Vague, évidemment, dont vous êtes tous les deux des membres actifs, et puis aussi pour évoquer cette route du café qui vous attend à partir du 7 novembre en direction de la Martinique. Justement, Paul, Stan, je vous sers un café. Pour la route alors. Pour la route. Avant de rentrer dans le détail de tous ces sujets passionnants qui nous attendent, je voudrais qu'on explique aussi quelle relation vous unit tous les deux. Vous n'êtes pas partenaires sur cette Transat Jacques Vabre, vous n'êtes même pas adversaires d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie de bateau, mais vous vous connaissez bien, et ce sont justement notamment vos engagements qui vous rapprochent et qui vous relient. En fait, la rencontre, je connaissais Stan, moi, depuis quelques années aussi, parce que c'est un montagnard et que j'aime bien la montagne. Et puis par toutes les créations qu'il avait fait, ses films et tout, c'est vrai que ça avait fait quand même un petit buzz dans le milieu d'avoir une approche un peu différente. Stan Thuré, vidéaste en plus d'être navigateur. Et en fait, on s'est rencontrés via un petit groupe de copains de la course au large, Arthur Levaillant, Bilou, Guénolé Gainet, Éric Perron, j'en oublie, mais Adrien Hardy aussi par exemple, avec qui on discutait, et on avait un peu on avait l'impression qu'il y avait quelque chose vraiment à faire. Aujourd'hui, on sentait qu'on était concernés, on voulait s'unir. Puis dire, on est un peu tout seul dans notre coin, et puis la course au large vit sa vie, et en fait, on voulait être acteur, quoi. Et c'est de ce moment-là qu'est un peu née l'idée de la vague, sans trop savoir où on allait. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés, beaucoup d'idées à partager, et c'était assez génial. Moi, j'ai vécu, c'était il y a 2 ans à peu près. C'était il y a 2 ans, ouais. Une période assez intéressante, où des fois un peu difficile, et puis en fait on est sorti beaucoup de choses. Ouais, on s'est rendu compte qu'on n'était plus seul en fait. On s'est rendu compte que chacun dans nos coins, on pensait tous un peu la même chose, et c'était cool de voir que un mec comme Paul en IMOCA se posait aussi des questions, que nous en Mini on se posait des questions, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de symbiose à un moment, de se dire il y a eu un petit moment un peu cool où tout le monde s'est mis autour d'une table et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, cette histoire. Vous êtes tous les deux de la même génération, même si c'était le sujet d'une petite blague entre vous juste avant l'enregistrement. Paul, t'as 39 ans et Stan, t'as 34 ans. C'est peut-être même la première génération qui a vécu avec cette prise de conscience, avec cette sensibilisation-là concernant notre environnement. C'est aussi pour ça que vous êtes proches, c'est parce que vous partagez aussi cette sensibilité-là et cette prise de conscience progressive depuis une vingtaine d'années peut-être. Ouais, je pense que nos parents n'avaient pas trop ces problématiques-là en tête. Je pense que nous, moi, quand j'étais à l'école, c'était le début on arrête de jeter par terre. On a vécu, je pense, le début du tri sélectif. C'était les premières actions concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont déjà bien plus sensibles à tout ça. Et en tout cas, nous, je pense que on est la première génération aussi connectée, à avoir eu Internet, avoir eu toutes ces nouvelles technologies. Et il faut qu'on en fasse quelque chose de tout ça, quoi. Et moi, je me sens un peu obligé de porter ce message-là, en fait. On essaye tous de changer, c'est hyper compliqué de changer, mais il faut qu'on fasse des efforts, quoi. Tu parlais de la génération suivante, la génération qui arrive, les enfants d'aujourd'hui. C'est important aussi pour vous d'avoir ce côté, cette mission un peu d'éducation et de pédagogie. Ça fait aussi partie de votre rôle de coureur au large, finalement.
Ouais, bah en fait moi je suis ambassadeur de Surfrider Foundation depuis 12 ans et j'avais fait plein d'actions avec les écoles, comme on fait beaucoup des nettoyages de plage, etc. Je trouvais que c'était pas suffisant et j'ai créé avec Surfrider l'année dernière un projet qui s'appelle Échappée bleue. L'idée c'est d'aller à la rencontre des enfants qui partent pas en vacances, plutôt à l'intérieur des terres, et leur faire comprendre que finalement les actions qu'on a à terre ont une conséquence très forte sur ce qui se passe en mer, en travaillant sur les bassins versants et le circuit des déchets de la terre vers la mer. Et d'aller à la rencontre de ces enfants, de leur faire comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, que finalement l'eau est vivante. Très important de comprendre que l'eau est vivante, que c'est tout bête, mais un litre d'eau, c'est des milliards de phytoplancton, zooplancton, et même dans la Seine, et même dans la mare aux canards qui est au milieu d'une cité, et que tout ça, c'est lié, et que finalement, c'est lié à la mer. Et c'est assez génial de faire ça avec les enfants. Les milieux populaires n'ont pas aujourd'hui la chance de pouvoir se rendre compte, comme nous, on est très privilégiés en tant que skipper, traverser l'Atlantique, faire le tour du monde. Quelqu'un qui fait le tour du monde et qui n'a pas envie de protéger l'océan, c'est qu'il y a des fils qui sont pas connectés, à mon avis, parce que pour nous c'est facile, mais pour les gens qui sont loin de tout ça, il faut énormément faire de la pédagogie, expliquer, et c'est notre rôle. Ouais, c'est hyper important, je pense aussi toi, cette activité via les enfants, c'est de les reconnecter au vivant, en fait, les reconnecter à la nature. Et le fait de mettre des enfants sur l'eau, déjà, tu es sur l'eau, tu regardes le vent, tu regardes les nuages, tu regardes tout ça. C'est des trucs hyper basiques, mais tu vois, si on peut réussir à réapproprier cet espace-là pour le jeune public, forcément, comme dit Paul, tu deviens sensible aux éléments et tu te poses un peu des questions, quoi. Voilà. Paul, tu parlais là à l'instant de ce côté témoin de la beauté de la nature, de la puissance de la nature et aussi de la fragilité de la nature, parce que vous voyez tout ça, vous êtes les premiers témoins de ça en naviguant autour du monde. Ça fait de toi un témoin privilégié, mais donc un messager privilégié. C'est ça que tu voulais exprimer. Ouais, il y a une petite phrase qui est sympa, c'est chez Surfrider, ils disent que l'homme est le seul mammifère qui sort de l'eau et qui est capable de raconter ce qu'il y a, en fait. Donc, je crois beaucoup aussi à montrer par le beau aussi. Parce que finalement, ce qui nous permet de nous engager, de changer nos comportements, c'est les émotions. C'est vraiment important de montrer tout ce qui est beau pour le protéger. Et pas forcément de montrer une marée noire, des déchets et ça. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, ouais, ce que j'allais dire. Mais il faut aussi ne pas oublier, quoi. Il faut pas qu'on soit dans le côté l'océan est une poubelle. L'océan est une poubelle, oui, mais il n'est pas qu'une poubelle. Il est aussi quelque chose qui est très beau, qu'il faut qu'on aime et qu'on protège, quoi. Ouais, je pense que justement, tu vois, donc moi je viens du cinéma aussi, et c'est vrai que quand tu vois un peu les trucs d'anticipation, c'est souvent quand il y a des dystopies dans le futur, des films de science-fiction, on montre ce côté négatif, on montre voilà, ça peut être la merde, c'est la merde, tu montres quelque chose de trash. Mais là, je pense que cette phase-là, on la connaît maintenant. Les images des continents de plastique, on voit à quoi ça ressemble, et ainsi de suite. Et le job qu'on a à faire, nous, effectivement, aussi bien sportif qu'artiste dans le futur, ça va être de trouver des solutions positives, de montrer qu'en fait, il y aura une vie possible derrière, montrer qu'il y a du beau, effectivement, montrer que l'être humain est capable de se dépasser, d'élever son niveau de conscience et d'aller au-delà de tous ces petits problèmes-là, quoi, qui ne sont, enfin, je dis des petits problèmes, mais c'est des problèmes majeurs, quoi. Donc, ça va passer par là. Justement, cet été, il y a eu tout un tas d'événements climatiques préoccupants et en même temps d'annonces et de rapports tout aussi préoccupants qui se sont un peu succédés. Ça a été un peu l'enchaînement malheureux de cet été. Quelles sont vos réactions quand vous entendez tous ces constats qui sont faits ? Parce qu'on ne peut que le constater aujourd'hui. Et quelles sont vos réactions aussi quand vous entendez des gens dire que c'est trop tard ? Ouais, c'était très dur cet été. Moi, le sujet est très complexe. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est globalement très complexe. On l'a vu, hein, et tout le monde a des avis différents. Donc, c'est difficile de donner, d'avoir des avis, des choses comme ça. Moi, je prends un exemple assez flagrant pour moi, quelque chose qui me choque aujourd'hui, je pense, sur lequel on pourrait vraiment travailler. C'est l'artificialisation et le béton, quoi. On voit bien que on est arrivé à un point où il n'y a plus assez de nature. Il n'y a plus assez de nature. Et globalement, on l'a vu avec les inondations, notamment. Et voilà, je sais pas, j'essaie dans les messages de dire, il y a des projets de dire, on casse un peu le béton et on remet dans les cours d'école, dans les parkings, dans les choses comme ça. Et je trouve que c'est des beaux projets.
et ça pourrait permettre d'améliorer les choses. Mais ouais, c'est dur. Les incendies, ça a été très dur aussi. Il y a eu, ça a été un été qui était un peu épouvantable. Comment ne pas basculer dans le catastrophisme et travailler sur des initiatives positives? C'est un peu notre rôle à la vague. On essaie de dire, regardez, on a des solutions. Que ce soit, ça va surtout. Le problème, c'est que c'est tellement vaste qu'on va dans tous les domaines. Que ce soit sur les goodies, que ce soit sur les... Il y a plein de choses. C'est le problème, mais c'est aussi une chance. Ça veut dire que tout le monde, à toutes les échelles, je pense à tous les niveaux, dans tous les domaines, on peut aujourd'hui, faire des choses. il y a quand même un espèce une chape de plomb où les gens n'osent plus. Parce qu'en gros, il y a le côté c'est trop tard, ou le côté non, mais ça, c'est du greenwashing. Faut faire, quoi. À un moment donné, là, il faut plus se poser... on peut se poser des questions, mais il faut faire quand même. C'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Toutes les petites initiatives sont positives, en fait. Là, on nous reproche parfois souvent de se dire, oui, sur le bateau, maintenant, chaque bateau a une asso, mais on serait con de pas le faire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr nous-mêmes, nos bateaux et nos campagnes de voile sont pas forcément hyper propres, mais on y travaille. Et justement, la vague est là un peu pour faire un peu le petit poil à gratter, de soulever les questions, de dire... Même avec la Transat Jacques Vabre, c'est une des transats les plus propres. Ils sont alignés à l'initiative de plein de choses très positives. Mais on a envie de les emmener encore plus loin. On a envie de leur dire, ça, c'est top, mais regardez. Et ils le font. Ils ont quand même été à l'initiative de la première annexe environnementale sur une course large. Donc ça, faut le féliciter. Mais on a envie de les emmener encore plus loin. Donc, on peut toujours aller toujours plus loin. Voilà. Et on va les accompagner et on sera là pour les aider et les soutenir. Parce que moi, j'ai découvert ça un peu ces 2 dernières années si à un moment tous les coureurs ont envie de changement, c'est cette énergie-là qui va changer les classes et derrière les organisateurs ils peuvent aider un peu, mais il va falloir qu'on motive tout ce petit monde-là, quoi. Ne surtout pas dire je vais pas lui il fait ci, lui il fait ça. Enfin se dire ouais mais si je pollue ça, lui regardez il pollue plus. Non, il faut qu'on sorte vraiment de ça parce que ça c'est ce qui tue vraiment le débat et en fait les initiatives il faut les souligner et il faut arrêter de se comparer de dire oui mais ça pollue de toute façon. Mais regardez. C'est le problème qu'on a en bateau mais qu'on a aussi en politique. Mais ce qu'on a en bateau globalement et ce qu'on vit dans la société. C'est tout pareil. C'est exactement la même chose. Là, nous on regarde les États-Unis, on dit les États-Unis polluent, les Chinois polluent, pourquoi ça sera à nous d'être exemplaires? Et ben non, on va avoir la même chose dans les classes. C'est-à-dire que le figariste va dire ouais mais vous vos IMOCA ça coûte tant en carbone donc arrêtez de nous faire oui mais d'accord mais si tout le monde n'empêche que ça n'a rien à voir avec les gourdes qu'il faut remplacer les bouteilles en plastique donc faut travailler sur tous les domaines et pas comparer ce qui est pas comparable. Et aussi le côté monotype, ça c'est sûr que c'est... Alors moi je me pose la question, est-ce que ça passe pas aussi par là à un moment? Donc, monotype, ça veut dire que dans la classe, dans la catégorie de bateaux, tous les bateaux sont identiques. Qui permettent de faire des changements beaucoup plus rapides. Voilà. Puisqu'il y a une équité et puis un investissement qui est plus faible, quoi. Alors que dans vos classes de bateaux respectives, en classe 40 et encore plus en IMOCA, il y a plusieurs générations de bateaux dans la même flotte et plusieurs évolutions technologiques évidemment. Et là on touche à un point sensible qui est aussi de se dire dans le futur, qu'est-ce qu'on aime regarder dans une course? C'est quand même le combat humain en fait. On adore voir des gens qui si on avait tous des bateaux, tu nous mets tous là sur une caravelle, on fait une régate dans la baie, je pense que le match il est terrible et on pourrait raconter une super histoire. Et c'est ce qui se passe en Figaro. Là, on voit bien les mecs, ils ont tous les mêmes bateaux, ils arrivent en 2 minutes. Parfois, c'est hyper intense. Ça va un petit peu plus vite qu'une caravelle, Figaro, quand même. T'es sûr? Allez. Non, mais après, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées, mais il faut aussi l'ADN des classes et des bateaux. Par exemple, l'IMOCA, aujourd'hui, le cœur, l'ADN de l'IMOCA, c'est le développement et les innovations technologiques. Donc, il faut qu'il y ait les deux, quoi. Il faut qu'on soit malin, c'est-à-dire que dire, bah oui, on veut que ce soit mieux. Et comment on peut contribuer avec des innovations, c'est-à-dire que toute cette intelligence qui gravite, on en a parlé beaucoup, il y a énormément d'ingénieurs, de boîtes, c'est énorme, le tissu économique autour de ça. Comment aujourd'hui, ils sont tournés, on va dire, 5 ou 10% vers le développement durable et la sustainability. Comment arriver à 20, 30, 50 et puis que tous ces ingénieurs inventent des trucs plus propres. Parce qu'eux, ils demandent qu'à réfléchir à des solutions. En fait, mais ils n'ont pas de cadre. Mais voilà. Ça. Quand on voit toujours que quand on met un cadre, on devient créatif. Aujourd'hui, on est sans limite, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est sûr que demain, si on commence à mettre des règles, les ingénieurs qui ne sont jamais posé la question, si on se met à travailler, on va peut-être trouver des solutions de dingue avec du lin, avec d'autres fibres, avec autre chose. Et on ne demande qu'à voir. Et je suis sûr que eux aussi, tu vois, j'ai passé 2 heures avec des ingénieurs là en école navale. Ils me demandaient mais pourquoi, quels sont les freins à la transition? Pourquoi on construit pas un bateau propre? Et ils avaient besoin d'avoir le retour de coureurs. Et en fait, la question elle est pas simple parce que en fait tout ça découle de
de tout ce qu'on... Voilà, on a envie d'avoir des bateaux rapides pour gagner, pour avoir de la médiatisation, pour ainsi de suite. Et tout ça, c'est pas... Voilà, il va falloir qu'à un moment, quelqu'un s'engage et se dise, OK, moi j'y vais. Et puis, est-ce que ça sera une classe, un organisateur? Je sais pas. Est-ce que si la Transat Jacques Vabre dit dans 10 ans ou même un peu moins, on veut que des bateaux propres, s'ils font ça, c'est sûr que nous, on va construire des bateaux qui pourront faire cette course-là. Et donc, du coup, on va changer nos comportements. Je pense que, par exemple, le prochain Vendée Globe, c'est possible qu'il se court sans énergie fossile. C'est vraiment une idée qui est en train de se voir si c'est possible ou pas. On sait que c'est possible. Il y a eu preuve de concept avec Conrad, Exactement. Ça fonctionne. Et Donc, qu'est-ce qui empêche de le faire, quoi? Et là-dessus, je pense qu'on va avancer assez vite. Là où c'est un petit peu plus compliqué, que ce soit par exemple en classe 40 IMOCA, peut-être en Figaro c'est plus simple, mais c'est qu'on a aujourd'hui des bateaux existants qui ont eu un mode de construction et que la transition va pas être simple à gérer. Parce qu'aujourd'hui, construire un bateau propre ou en lin ou écologique, il est aujourd'hui moins performant parce que plus lourd. C'est 15% plus lourd, quoi. Voilà. Donc, il va falloir s'équilibrer. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on cherche des mécanismes de dire, on va alourdir un peu les bateaux jusqu'à temps que on puisse rendre performant le plus propre, qu'il y ait une équité. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens qui peut-être soient prêts, alors moi je me pose des fois la question, mais être prêt à renier un peu sa performance pour amener ça doucement, comme Adrien Hardy avait eu une grande voile sur la solitaire du Figaro. Là, tu vois, moi j'ai ma grande voile en lin, elle est 11% plus lourde. Voilà. Je prends le pari de se dire... Et c'est 40% de lin, c'est ça? 40% de lin à l'intérieur. Ça sera la première fois qu'on a cette voile-là sur un classe 40. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, ça marche très bien. On a envie d'éprouver le concept et si ça se trouve, ça marchera bien. Et si ça se trouve, dans un an, t'as plein de classes 40. Après, il y en aura 15. Ouais. Et puis... Oui, petit à petit. Il faut tester. Et ça passe par le test. Et même si c'est symbolique, parce que c'est vrai que tous les changements qu'on fait sur nos bateaux, c'est forcément symbolique. L'impact qu'on a, il est mineur quand on compare à l'industrie agroalimentaire ou toutes les autres industries. Mais je pense qu'on a ce devoir-là en tant que marin de se dire, voilà, on a un espace de médiatisation qu'on nous offre. Il faut qu'on montre qu'on tente des trucs, quoi. Si on le fait pas, moi, je dormirais moins bien, quoi, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu disais aussi, Paul, t'es un vrai compétiteur, tes résultats le prouvent, mais tu te poses la question de te dire, est-ce que finalement mon prochain projet, il est peut-être pas, certes, moins performant, mais il est plus vertueux, plus responsable. C'est une vraie question que tu te poses et t'es... oui, parce qu'aujourd'hui, je dirais que mon niveau de compétition reste le même. J'ai envie de gagner des courses, bien sûr. Mais je suis plus dans une démarche où je dis je vais gagner à n'importe quel prix. C'est pas possible. Je dirais je gagne avec ces conditions-là. C'est-à-dire qu'avec une éthique on a toujours eu une éthique sportive où on était respectueux de l'arbitre et des règles et tout ça. C'est pour ça que je pense que le sport est vraiment un bon moyen de changer les choses parce qu'on est régi par des règles. Et contrairement à notre vie en société, en sport, on a un vrai respect de la règle, de l'arbitre. Donc ça, on a toujours eu. Donc je me dis que finalement, ce respect sportif des règles, on pourrait le transformer en disant cette éthique qu'on a, on pourrait l'avoir aussi en étant au niveau de l'environnement. C'est en train de venir. J'ai vraiment l'impression que dans le milieu de la course au large, aujourd'hui, quand on en discute avec tout le monde, globalement, tout le monde fait gaffe. C'est un milieu qui est plus sensible à ces sujets-là que l'ensemble de la société, de fait. On a été critiqué de le discours qu'on porte avec la vague. Il y en a qui nous disent, mais là, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes. Et moi, j'ai envie de dire, non, là, la branche, de toute façon, elle est en train de tomber de toute manière. Et il faut qu'on tende le bras pour en accrocher une autre. Et c'est vraiment cette démarche-là de dire, OK, on est moteur, on n'attend pas d'être dans le mur. On essaye déjà de changer la trajectoire. On va avoir forcément, quand on voit les boîtes qui nous sponsorisent, les plans d'action qu'ils ont et sur RSE de réduction sur 10 ans ou 20 ans, et il faut qu'on ait les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre au même niveau que les autres. Et on peut les influencer aussi, ça c'est hyper intéressant aussi. Je pense que c'est vraiment une part de notre job que nos sponsors, on les emmène aussi dans cette démarche-là, de leur montrer, parce que voilà, eux ils sont dans la vraie vie. Nous, ça reste quand même un jeu. Et dans toutes ces sociétés-là, il faut qu'on arrive à les emmener, à leur montrer que le changement est possible et qu'on peut faire des petits trucs et que eux, dans leur société, peuvent faire des changements. Dans tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la construction des bateaux, des voiles, de la fibre de lin, etc. Mais c'est pas seulement ça non plus, c'est aussi tout ce qui gravite autour dans l'écosystème de la course au large, dans les organisations, etc. Là aussi, et peut-être là surtout d'ailleurs, il y a aussi beaucoup à faire.
Finalement, la grande part de notre bilan carbone, c'est de la logistique, en fait, hein, comme globalement un peu le problème. On se déplace trop, on déplace trop de monde. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien pour améliorer ça, mais surtout des réflexions profondes pour changer un peu le système, en fait. Changer ce système, en fait, doucement. On va pas le faire comme ça, hein, on va pas dire on arrête de faire non, mais réfléchir qui va à l'arrivée, comment avant mutualiser les moyens. Il y a encore 5 ans, quasiment tous les bateaux rentraient en cargo. Là, aujourd'hui, tous les bateaux rentrent à la voile. Enfin, il y a eu un changement total et c'était pas vraiment pensable. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment pensable de rentrer en cargo. Personne va le faire, à part s'il y a un bateau cassé. Mais sinon, l'image, elle est plus possible. Et les sponsors, de toute façon, ils le veulent plus. Donc c'est génial, en fait. On a vraiment franchi un pas. Je répondrai là-dessus, parce que tu vois, en classe 40, on va avoir la moitié qui rentre en cargo. C'est des bateaux peut-être un peu plus petits. C'est plus compliqué de rentrer en décembre et tout ça. Et même, tu vois, là, sur ce sujet-là, où effectivement, on se dit, tiens, évidemment, la voile, c'est une évidence. Quand tu commences à comparer vraiment les chiffres et tout, si tu dis, ah bah oui, mais si je fais venir 2 ou 3 mecs qui viennent en avion, qui consomment aussi du carbone. Enfin voilà, c'est pour dire aussi que les problèmes sont multiples et il y a des fois où on rentre dedans et tu dis, en fait, faut vraiment pousser la réflexion assez loin, quoi. Il y a des fois des choses évidentes qui ne le sont pas tant que ça, quoi. Et sur les convoyages retour, juste pour finir, je crois qu'il y a une idée qui te tient particulièrement à cœur aussi, c'est que vous la partagez sûrement. C'est surtout Paul, je crois qu'il y avait avec Adrien. Et, enfin voilà, on aimerait bien que nos bateaux servent aussi à ramener des matériaux et qu'on ne pas faire des voyages à vide, quoi. Donc l'idée, c'est que le convoyage retour serve à ramener des marchandises, c'était l'idée, mais c'était assez important. Hein. Le projet, c'était entre différents bateaux, parce qu'un classe 40 peut en emmener un peu moins, etc. Mais on espérait arriver à 20 ou 25 tonnes de café. Puis mais c'est très symbolique, mais d'avoir une espèce de série limitée, Transat Jacques Vabre, ramenée à la voile, et puis de faire la promotion. C'est pas notre promotion à nous, finalement, c'est de dire, regardez, il y a 5-6 bateaux à voile, cargo à voile qui existent et qui marchent et qui ramènent des trucs à la voile. Et c'est aussi une symbolique forte de dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes ton chocolat ou ton café, les gens, enfin, tu sais pas vraiment d'où il vient. On sait pas que il a fait 10 000 km à droite, à gauche, qui s'est baladé. Et c'est aussi essayer de remettre, tu vois, les réalités géographiques de notre planète. Moi, je commence à les sentir. Tu vois, tu vois la taille d'un océan, tu vois le truc, mais le grand public, la personne qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau, il peut pas le sentir parce qu'aujourd'hui, quand tu as grandi avec la facilité de prendre un avion et de traverser un océan en 5-6 heures, bah, tu as forcément une vision qui est déformée. Alors qu'en fait, c'est loin, quoi. Et chaque produit qu'on pense être facile, d'avoir des bananes, d'avoir des avocats, d'avoir tout ça à disposition en métropole, et ben en fait, c'est de l'énergie, c'est quand même sacrément loin. Donc ça, je pense que la vision symbolique, elle est hyper forte aussi. C'est vrai que le fait de croiser les géants des mers, les cargos, moi, ça a été un gros déclencheur aussi de ma prise de conscience. Savoir qu'il y a 55 000 cargos tous les jours qui tournent, de plus ou moins grande taille, mais 55 000, quoi. C'est... Ça je le montre à tous les enfants dès que je vais en classe, pour essayer de leur montrer que voilà, il y a un impact. Là, on est tous habillés en jeans. Nos jeans, ils viennent tous de l'autre côté. Ils ont fait plus de voile que moi, je pense. Plus de distance sur un océan, quoi. Ouais. C'est dingue. Et ce qui est terrible, enfin moi j'ai des souvenirs, je pense Stan aussi. On navigue pendant une transat où pendant 10 jours on voit rien, etc. Et on passe à 10 000, donc à 20 km d'un cargo, et ça pue le mazout, le soufre, le truc. C'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. On est vraiment face à... Et je juge pas... je veux dire, on fait pareil. Hein. On achète le même jean, on achète les mêmes trucs. Mais de le comprendre... De le voir. De le voir. C'est invisible pour le grand public, ça. Moi, ma prise de conscience, elle est surtout venue juste après la Mini. Quand je suis revenu, tu te rends compte que tu vis pendant 30 jours avec ton petit bidon d'eau, avec ton énergie. Tu coupes ton truc, tu surveilles tes batteries, tu recharges ta frontale. Tu vis avec rien du tout. Et tu te rends compte que quand tu rentres à Paris... Je le raconte tout le temps, mais t'arrives et on coupe des sapins, c'est Noël, on a des cardos qui viennent de Chine, qu'on emballe dans du papier, tout ça pour faire beau. Enfin, je veux dire, il y a plein de non-sens. Enfin, la vie ça fait bizarre, quoi. Ouais, ça fait réfléchir. Non, c'est bien parce qu'on a parlé de tous les défis ambitieux et colossaux qui nous attendent, mais on a aussi bien souligné que les choses avaient déjà avancé. On a parlé de tout ce qui avait été fait et on retrouve du coup là l'esprit un peu positif de la vague qui apporte des solutions plus que juste souligner les problèmes. Pour détailler un peu la vague, donc on a compris que c'était une association qui avait, pour formaliser un peu le groupe d'échange et de discussion que vous aviez déjà finalement entre vous, mais
le fait de le formaliser, ça permet aussi de marquer le coup, de créer des événements, de participer à des conférences, etc. Ouais. Comment ça se matérialise concrètement aujourd'hui, la vague ? Et ben aujourd'hui, tu vois, il y a à peu près 80 adhérents, aussi bien des particuliers que des coureurs, que des ingénieurs, que des sponsors, que des ateliers. Je pense à Mer Concept, qui est présent, la société de François Gabard qui s'investit, à Kéros, la boîte de Roland Jourdain. Donc voilà, c'est plein de gens autour d'une table et il faut qu'on arrive, tu vois, à créer. On va continuer cette dynamique-là de créer des ateliers, parce que des ateliers sur le long terme. Là, tu vois, on va en lancer un, je pense, la semaine prochaine, sur les anti-fouling. Parce que la Transat Jacques Vabre vient de dire qu'en 2023, il y aura plus de peinture biocide sur nos bateaux. Personne n'a bien lu d'ailleurs dans les lignes. Enfin voilà, il y en a 2-3 qui étaient surpris, tu vois, en classe 40. Mais tu vois, de se dire qu'en ça fait du bruit chez nous aussi. Ça fait du bruit parce qu'aujourd'hui, c'était, comme disait Paul, c'était classique. Un bateau, il a de l'anti-fouling ou un truc, voilà. Et là, il faut qu'on trouve des solutions parce que, ou en tout cas, il en existe. Il faut juste qu'on les recense, qu'on aille faire des tests, qu'on voit ce qui marche et puis qu'on partage ces données-là. Et voilà, ça c'est le sens de la vague, quoi. C'est typiquement le genre d'action que vous mettez en place. On met des gens autour de la table. Je pense qu'on sort des thèmes. C'est assez génial, le thème goodies, le thème. Ouais, c'est vraiment. C'est une espèce de grosse boîte à idées, brainstorming de tous ces gens. Et ce qui est chouette, c'est que tu vois, on va mettre autour de la table les différents fabricants de peinture. On va leur dire, là, vous êtes au courant, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez à nous proposer. Et puis voilà, il y a peut-être des solutions toutes simples. En fait, c'est marrant, mais à chaque fois, on revient à des choses basiques. Mais si ça se trouve, on va revenir peut-être à des choses où peut-être là, tu vois, il y a un système, il y a un gars qui est en train d'installer ça au Sable d'Olonne, des stations de lavage avec des brosses. Il peut mettre des bateaux jusqu'à 16 mètres dessus. Est-ce que c'est pas juste ce truc-là mécanique et qui irait aussi pour la plaisance ? Parce que là, si on fait des avancées, nous, sur nos anti-fouling en voilier de course, ça va forcément aussi avoir un impact sur la plaisance. Bien sûr. Et donc le 7 novembre, ce sera le jour du grand départ de la course. Stan, tu vas embarquer avec toi sur Everial en classe 40 Mathieu Crépel, qui est champion du monde de snowboard. Est-ce que tu peux nous expliquer cette rencontre et cette association sur le papier un peu improbable, mais qui l'est finalement pas tant ? Ouais, en fait, Mathieu Crépel, c'est un super gars. Donc il y a un snowboarder et surfeur de grosses vagues. Reconnu mondialement, et en fait Mathieu il a fondé la Water Family. Et vraiment, tu vois, typiquement quand on dit qu'on veut mettre du sens dans nos actions, moi je me suis posé la question il y a 1 an avec mon sponsor de se dire qu'est-ce qu'on fait comme projet. On sait qu'on n'a pas un bateau dernière génération, on sait qu'on va pas gagner la course sauf accident, enfin on sait jamais. Mais voilà, ça va être compliqué, et de se dire voilà, en fait ce que j'ai envie, c'est que le temps d'exposition médiatique que j'ai et la course qu'on va faire, on va vraiment se mettre au service d'envoyer des messages, de dire ok, on envoie des belles images, on montre que la navigation est belle, que l'océan est beau et ainsi de suite, et on rajoute un peu de message de fond là-dedans en portant ce message de la Water Family qui est la préservation de l'eau. Et en fait, c'est assez dingue parce que quand tu parles que de l'eau douce, tu te rends compte qu'en fait l'eau, on en a partout, entre l'eau indirecte qu'on utilise pour faire nos jeans, pour faire pousser des plantes, pour élever de la viande et ainsi de suite. Enfin, c'est assez dingue. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce message-là que j'ai avec Mathieu, qu'on va porter jusqu'au bout. Et sportivement, Mathieu, c'est un super gars qui a l'habitude de faire des expéditions, donc il est hyper à l'aise sur le bateau. Mais ça va être aussi drôle d'avoir quelqu'un qui est assez novice en termes de navigation. Et on va avoir cette fraîcheur-là, je pense, dans notre propos, notre ligne éditoriale. La Water Family, vous en avez peut-être déjà entendu parler l'année dernière, qui était sur avec le Benjamin bateau, Dutreux, voilà, et Benjamin Dutreux portera encore le message avec Apicil. Tout à fait. Voilà, et le slogan de l'association, qui est d'ailleurs, je crois, l'ancien nom de l'association, c'est Du flocon à la vague, donc avec Mathieu Crépel, snowboarder, et Stan Turé, navigateur. Il n'y avait pas meilleur duo pour illustrer le slogan. C'est ça. Paul, toi, tu seras le co-skipper de Charlie Dalin sur Apivia en IMOCA. Je l'ai dit tout à l'heure, Apivia, c'est un des gros clients de la catégorie, peut-être même un des favoris, puisque déjà c'est le tenant du titre, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2019 que Charlie avait remporté avec Yann Eliès à l'époque. Charlie a terminé 2e ensuite du Vendée Globe. Cet été, vous avez aussi signé tous les deux ensemble en duo des très bons résultats. J'imagine que vous arrivez sur la Transat Jacques Vabre avec des ambitions sportives aussi très affichées. Ah bah c'est clair, hein. Quand Charlie m'a proposé le projet, il m'a dit on va défendre le titre 2019, l'objectif c'est de gagner. Et ça t'a parlé. Et du coup, moi ça m'a plu, ça, de revenir dans une belle équipe comme ça, c'est vrai que c'est une super opportunité. Donc il est à fond, ça se passe super bien, et
Et c'est top de pouvoir, je dirais, quand on n'a pas de partenaire, de pouvoir intégrer des équipes. C'était le cas avec Sam Davis pendant 2 ans. Là, c'est le cas avec Charlie cette année. Et ça me permet de rester au niveau, de contribuer. Je pense à apprendre. Je leur transmets pas mal de choses dans l'équipe. Et puis, j'apprends aussi également. Et bon, on est favori, mais il y en a d'autres. Et Charlie, t'arrives à l'emmener un peu sur le terrain de l'écologie, malgré ce côté, parce qu'il est quand même, je pense que c'est le mec le plus compétitif que je connais. En fait, c'est pas assez drôle, mais personnellement, dans sa vie privée, il l'est beaucoup. Comme en fait, je pense beaucoup de gens qui font chez eux se disent attention, mais vraiment quoi. Et par contre, c'est vrai que dans le sport aujourd'hui, il a envie de gagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos règles, la façon dont fonctionne le sport, c'est difficile d'allier les deux. En fait, il y a un choix qui doit être fait à un moment donné, et c'est à nous de changer ça via les règles. Je pense, c'est-à-dire qu'il serait prêt vraiment. Si tout le monde doit le faire, il le fera, quoi. C'est un peu ce que tout le monde dit. Donc, c'est à nous de pousser. On est moteur là-dessus. On va changer nos règles et puis les gens, ils vont les accepter. Transat Jacques Vabre 2021, pour la première fois en direction de la Martinique. On n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, cette nouvelle destination ? Moi, je connais bien la route. C'était sensiblement la même route que la Mini en 2017 avec le passage au Cap-Vert. Donc, puis c'est quand même un clin d'œil à l'histoire. Oui, j'ai vu que tu avais posté une vidéo il n'y a pas longtemps qui raconte l'histoire de la route du café. C'est ça, faut se dire que le premier plant de café qui a été planté dans les Antilles et dans l'Amérique du Sud, c'est un gars qui s'appelait Gabriel de Clieux, qui est né à Dieppe, qui a ramené un plant élevé au Jardin des Plantes. Il l'a emmené là-bas et puis ça a colonisé après toute l'Amérique du Sud. Donc, historiquement, je trouve ça hyper chouette. Et puis, le parcours sportivement, ça reste engagé comme course. C'est une sortie de la Manche au mois de novembre. Ça, j'ai encore jamais fait. mais ça va être bien. Ça va être super. Et puis, je pense qu'en IMOCA, vous avez un autre dossier. Oui, Paul, vous avez un parcours différent. Alors, nous, pour le coup, c'est ce que disent les gens. C'est plus court. Et en fait, nous, c'est l'inverse. Pas du tout. C'est l'inverse, puisqu'en fait, on va quasiment aller au même endroit qu'on allait avant, quasiment devant Salvador. On fait le tour de Fernando. Mais après, faut remonter. Je sais pas si on verra. C'est une île qui est magnifique. Normalement, si on fait le tour, on devrait être très proche, puisqu'on passe proche des bouées généralement. Donc, si l'île à Bouée est une île, on va se passer proche de l'île. Et puis, on va passer 2 fois le Poteau Noir. On va remonter. Donc, c'est une course d'habitude qui durait plutôt 12, 13 jours. Et là, on est plutôt sur 17, donc 5 jours de plus. Donc, ça va être costaud, ouais. C'est sympa. Et puis, l'arrivée en Martinique, moi, je connais l'île, mais j'ai jamais fait d'arrivée de course là-bas. Donc, le diamant et tout, c'est magnifique. Ça va être très chouette, le diamant, ouais. Paul Stan, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir partagé Un café pour la route, épisode 4. J'ai une toute dernière question pour vous, messieurs, pour le clin d'œil. Est-ce que vous êtes des consommateurs de café et est-ce qu'un café, c'est conseillé pour la route du café ? Moi, j'aime bien le café à terre. C'est un plaisir. Je suis un consommateur raisonné, on va dire. C'est un le matin, savoure. Éventuellement un le midi. Jamais après-midi. Après l'après-midi, il n'y en a jamais. Par contre, en mer, quand on fait par exemple des courses où on dort pas beaucoup, en fatigué, j'en prends pas parce que c'est vrai que ça a un petit côté excitant qu'on cherche pas forcément. On cherche plutôt à être sur un rythme très naturel. Donc le café, moi, il est associé au plaisir. Et du coup, quand la course va se détendre un peu, des fois dans les alizés, on a des jours où on est un peu plus reposé. Donc j'aurai un petit café le matin de temps en temps. Sur Apivia, la course va se détendre. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais on a le droit quand même de regarder un peu des fois et de profiter un petit peu. Moi, de mon côté, je suis très gourmand et le café, j'utilise surtout dans les pâtisseries, les éclairs au café et les tiramisu. Voilà. Tu fais de pâtisseries à bord? Non, pas à bord. À bord, il n'y en aura pas. Non. D'accord. Donc, ça sera la récompense à l'arrivée? Ça sera à l'arrivée, ouais, voilà. Eh bien, en tout cas, vous nous donnez rendez-vous tous les deux le 7 novembre, d'abord pour le départ de cette route du café, et on vous suivra attentivement jusqu'en Martinique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Paul, merci Stan. Merci Alexis. Merci. Le mois prochain, le podcast Un café pour la route proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre deviendra quotidien. Du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre, vous pourrez découvrir un nouvel épisode chaque jour, enregistré sur le village départ au Havre. Pour ne pas manquer ça, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de le noter, de le commenter, de le partager sur vos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par Podio et réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin. À très vite.